Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle. Bienvenue dans Phénomène. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer une immersion au cœur de l'Europe via la littérature et d'accueillir pour vous en parler Katharina Loox van Hoof, fondatrice des éditions Les Argonautes et spécialiste de la littérature européenne. Je tenais vraiment beaucoup à vous proposer assez rapidement ce thème parce que vous ne l'ignorez pas ou alors vous le découvrirez. Je tiens beaucoup à la littérature étrangère qui offre pour moi un regard inestimable sur le monde et sur l'autre avec un grand A. L'Europe est d'ailleurs cette année au cœur de nos devoirs citoyens avec les élections européennes. Je voudrais vous dire quelques mots à propos de l'Europe. L'Europe, c'est avant toute chose un idéal de réconciliation entre peuples après des siècles de guerres fratricides. C'est la volonté d'une poignée d'esprits visionnaires de lier irrémédiablement les structures économiques des pays d'Europe de l'Ouest pour que la guerre soit impossible. De cette méthode pragmatique, à petits pas, caractérisée par des coopérations immédiates sur des sujets économiques, a progressivement émergé une solidarité de fait, un souffle politique commun. L'Europe, c'est aussi la gestion, pour l'essentiel pacifique, de l'effondrement du pacte de Varsovie et les élargissements au sud et à l'est à travers un pacte de prospérité et de valeurs partagées. Oui, il y a eu des difficultés et des échecs, comme avec le Brexit, mais toujours avec une volonté d'aller de l'avant ensemble qui démontre toute sa pertinence et son importance face aux enjeux du présent. L'Union européenne, qui est institutionnelle, a rendu possible la floraison d'une Europe qui est, elle, humaine, fondée sur des millions d'histoires individuelles et de destins qui se croisent et se décroisent grâce aux libertés de mouvement et d'implantation. C'est comme ça que des millions de jeunes ont connu les joies et découvertes des échanges universitaires. Une génération entière a grandi sans frontières. Ça peut sembler naïf, mais c'est néanmoins vrai. Combien d'histoires d'amour de toutes sortes, courtes ou longues, grâce à l'Europe. De la paix et de la prospérité partagée, de nombreux liens multiculturels sont nés, plantant quelque part les germes d'une convergence continentale toujours renforcée. Si on revient à la question de la littérature, dans une des enquêtes du Monde des livres consacrée à la littérature étrangère, réalisée par Denis Cosnard et Florence Noisville et publiée le 25 janvier, on peut lire que le marché français du livre en 2023 a connu une hausse des prix de 5%, avec, en parallèle, une baisse des volumes de 4% liée à, je cite, une chute de 10% de la littérature étrangère contemporaine hors romance. J'ai trouvé cette étude particulièrement intéressante. Elle met en avant plusieurs choses, parmi lesquelles les 3 éléments suivants. D'abord, comme l'indique Laure Leroy, directrice des éditions Zulma, je cite là encore, « Publier de la littérature étrangère, c'est un peu la double peine, plus de coûts, moins de médias. » Ensuite, une infographie de cette enquête du Monde, basée sur des données Electre, montre que les traductions depuis la langue anglaise représentent 53% de la littérature traduite en France, ce qui est énorme quand on sait que de très nombreuses autres langues sont représentées en littérature. Et enfin, je cite les journalistes, « Les malheurs de la littérature traduite constituent peut-être le symptôme d'un repli de la France sur elle-même. » Fin de citation. Preuve, s'il en fallait une, que ce que nous lisons ou pouvons lire peut être un reflet des questions sociales et politiques qui sont en jeu dans nos sociétés. Je vous propose désormais d'accueillir Katharina. Hello Katharina. Bonjour, enchantée, je suis ravie d'être là. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à ce podcast Phénomène. Vous le savez, je suis vraiment heureuse et honorée de vous y recevoir. Je vais peut-être commencer par vous présenter. Alors Katharina, vous êtes née à Berlin et vous aviez 17 ans quand le mur est tombé. C'est un élément de votre histoire que vous rappelez régulièrement dans les médias. On sent que ça a été marquant et ô combien on le comprend. Vous affirmez que cette réunification vous a donné envie de découvrir d'autres mondes et que c'est ainsi que vous êtes alors devenue journaliste en Allemagne de l'Est, à Saint-Pétersbourg, en Ukraine. Vous êtes donc d'origine allemande, mais vous vivez en France depuis 20 ans. Votre identité et votre parcours ont beaucoup joué dans votre attachement à la culture européenne. Et toutes ces étapes et ces expériences conjuguées
vous ont conduite à devenir éditrice de littérature étrangère, notamment chez Gallimard, puis à lancer votre maison d'édition pour mettre en avant la littérature européenne non anglophone. Cette maison s'appelle Les Argonautes et depuis sa création, vous vous attachez à nous proposer des textes européens forts avec une identité graphique qui vous est propre. Alors, je suis personnellement, franchement, très heureuse d'avoir tous les titres que vous avez publiés jusque-là dans ma bibliothèque. Avant de découvrir plus en détail tout le travail que vous faites aux Argonautes et le sens et l'engagement que vous y mettez, j'ai envie de vous poser cette question. C'est quoi pour vous l'Europe et pourquoi tenez-vous, à plusieurs égards, au projet européen que je mets d'ailleurs au pluriel? Oui, je pense que c'est vraiment lié à ma biographie. Donc, comme vous avez déjà évoqué, j'ai grandi à Berlin, dans une ville et dans un pays séparé en deux parties, et où très clairement pour moi, donc moi j'étais dans la partie l'ouest et à l'ouest et j'étais pas, j'étais très libre, mais j'ai régulièrement traversé l'Allemagne de l'Est pour aller dans notre maison de campagne, dans notre maison de famille et à retour à Berlin-Ouest. Et donc, j'ai vu beaucoup, j'ai expérimenté beaucoup avec la douane quand on passait à travers cette zone de transit. La douane était toujours très raide, très peu agréable et ils parlaient d'une manière bizarre et il n'y avait aucun humour possible Un côté un dans peu ces austère. contrôles très austères et ça déjà quand j'étais enfant ça faisait un peu peur mais surtout on a commencé à se moquer aussi de ça donc c'était quelque chose ouais, c'était vraiment une société très opprimée et j'en étais consciente assez tôt parce que dans ma famille, donc mon père était écrivain et il a régulièrement contribué au contrebande des manuscrits de l'Ouest en Est et retour. Et donc, on savait que les collègues à l'Est, ils pouvaient pas écrire comme ils voulaient, ils pouvaient parfois, ils n'avaient pas le droit même de publier. Et il y avait des histoires atroces d'espionnage, même à l'intérieur des familles. Donc, c'était quelque chose on était très conscient de ça. Et donc, pour moi, l'Europe, c'était à partir de la réunification, mais déjà même avant, c'était surtout la liberté. C'était quelque chose qui nous permettait d'abolir de plus en plus ces frontières et de nous permettre de voyager, d'être libre, de travailler où nous le souhaitons, aussi ce que fait l'Europe politique assez fortement, d'imposer en quelque sorte les valeurs de la liberté, même à des gouvernements qui peut-être souhaitent pas tellement donner des libertés à leurs citoyens. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je fais partie de la génération Erasmus. J'en ai fait, j'ai fait mes études un peu partout et j'ai beaucoup apprécié ça. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps rappeler, se rappeler, travailler et œuvrer pour conserver cette liberté. Et, Bien sûr. Revenons, si vous le voulez bien, Katharina, sur votre parcours et sur les motivations qui vous ont mené à la création de la maison d'édition Les Argonautes. Quel sens recherchez-vous dans le métier de journaliste que j'ai pu évoquer tout à l'heure? oui, donc le journalisme pour moi c'était toujours l'aventure, la découverte des choses ou enfin aller dans des lieux, dans des endroits et raconter des histoires que personne d'autre pouvait auxquelles personne d'autre pouvait accéder aussi facilement. Donc en tant que journaliste, on a vraiment le droit de frapper à toutes les portes et de poser des questions de toutes sortes et ça m'a beaucoup plu. J'ai grandi avec des artistes et avec des journalistes. Il y avait toujours les deux. Et pour moi, à l'époque, quand j'étais jeune, le journalisme avait toujours cet aspect très important aussi. Je voyais les journalistes amis de mes parents revenir de la guerre et de raconter des histoires incroyables. Et ça m'a beaucoup attiré. Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que finalement, pour moi, l'art, ça va bien plus loin encore que Bien sûr. ça n'ouvre pas seulement quelques portes et après ça les referme rapidement de nouveau. Mais c'est vraiment quelque chose qui reste et
qui vibre à l'intérieur et c'est ça qui, pour moi, oui, maintenant c'est l'art qui me fascine beaucoup plus, mais je trouve que le journalisme c'est vraiment un métier formidable. Enfin, Qui avait une certaine noblesse, c'est sûr. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, que j'ai pu évoquer dans des épisodes précédents. Mais c'est vrai que le journalisme, par exemple, ça fait appel à quelque chose de factuel, donc à de la théorie. Mais moi, j'aime à dire que, en fait, si on conjugue, finalement, si on associe la théorie à l'imaginaire et à l'émotion qu'apporte la littérature, justement, en complément, bien sûr, des aspects factuels, eh bien, au final, on trouve au cœur de ce triangle l'action qu'on peut mm, rechercher. Ça provoque, en tout cas, ça peut provoquer des choses. mm. Oui, et puis j'ai écrit des reportages littéraires, donc c'est toujours, j'ai beaucoup aimé l'écriture aussi, donc c'était, oui, c'est bien dans ce triangle, certainement, et Mm. c'est aussi, ça m'a aussi beaucoup approché de l'écriture, tout simplement. Et donc votre papa, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nicolas Born, était poète et écrivain, et vous avez entrepris de rééditer ses œuvres en 2004. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé vers l'édition? Oui, oui. D'abord, ça m'a poussé vers l'écriture parce que le travail de l'édition sur son œuvre, c'était long, c'était assez pénible aussi, mais une magnifique aventure. Enfin, pénible sur le niveau d'attendre et enfin, de travailler beaucoup en Bien sûr. détail, de devoir être très, très rigoureux. C'était deux fois des livres de plus de 500 pages, donc c'était assez intense, mais c'était un travail magnifique, surtout personnellement, parce que j'ai découvert la vie de toute cette génération. J'ai réédité la poésie, mais aussi la correspondance avec tous les contemporains de mon père, Peter Handke, Günter Grass notamment. Et ça, c'était vraiment passionnant et aussi de découvrir la biographie et la personne de mon père que j'avais pas connue ou à peine connue. J'avais 6 ans quand il était décédé. Et finalement, c'était les préfaces que j'ai écrits qui étaient très personnels et qui étaient quasiment des petits récits qui m'ont oui, qui m'ont donné très envie de faire plus, d'écrire plus. Et le public a tellement réagi d'une manière tellement forte à ces préfaces que j'avais après envie d'écrire un roman moi-même et Mhm. de faire des rencontres avec le public et de revivre ça. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est un Et donc, projet, du coup, que vous écriviez? non, c'est pas un projet, non, non, je l'ai fait. En fait, j'ai vraiment, après ce travail éditorial, j'ai écrit un roman, il a été D'accord. publié, ça s'est très bien passé pour moi. Et après, j'étais déjà en France. Et donc, j'avais un peu moins envie de travailler tout le temps en Allemagne. J'avais plus envie d'intégrer la vie française et Mhm. de pouvoir écrire quelque chose que mes amis pourraient aussi lire. Je n'étais pas traduite. Et donc, j'ai repris les études à Vitanus, les études de un Master 2 en politique éditoriale. Et j'ai intégré une agence littéraire donc, pour m'occuper de la vente des droits de traduction des éditeurs étrangers vers la France. Ça, c'était très sympathique et ça m'a un peu éloigné du travail de l'écriture. Mais finalement, comme vous l'avez dit, j'ai intégré l'édition. Et vous portez la voix des autres, Oui, comme oui, celle de votre père. oui. Et qu'est-ce qui vous a mené à créer votre propre maison d'édition? Donc, on parlait de votre maison, elle s'appelle Les Argonautes. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à la créer et pourquoi le choix de ce nom? Oui, oui, donc qu'est-ce qui m'a poussé à la créer? Je pense que c'est le vieux rêve que tout éditeur porte en lui, ou peut-être même plus de personnes encore que seulement les éditeurs, c'est de faire autrement, de faire un peu mieux, de s'occuper de chaque livre vraiment de manière très, très individuelle et personnelle
avec toute l'énergie possible. Donc, quand j'ai Mm. travaillé pour Gallimard, la plus grande surprise dans ce métier que je découvrais à l'époque, parce que j'étais avant agent littéraire et j'avais jamais travaillé dans une grande entreprise comme ça. Donc, j'ai découvert que le moment le plus important de la transmission de la passion pour un livre vers les représentants ou vers les libraires, vers les lecteurs, était toujours ce moment où on parlait du livre aux représentants Mm. et on leur disait ce qu'on ressentait à la lecture. Et c'était donc une question vraiment très, quasiment ésotérique de transmission de passion Bien sûr. que moi j'ai toujours pensé que non, ça doit être autre chose. Il y a des mécanismes qui font qu'un livre a du succès. Mais en fait, c'est ce moment-là où on parle d'un livre qui devient magique et qui transmet l'énergie. Et ça m'a beaucoup plu et m'a beaucoup surprise. Et donc, je me suis dit, je vais faire de cette idée-là, je vais faire ça, je vais appliquer ça Cette énergie. et Mm. même à des livres qui souvent n'ont pas la chance d'être aussi bien promus parce qu'ils sont des traductions de langue rare ou ils sont un peu moins spectaculaires ou enfin, chaque éditeur et surtout les grandes maisons, ils doivent mettre plus de poids sur les livres qui vont probablement avoir du succès. Mm. Et ça, c'est quelque chose de très frustrant pour un éditeur qui aime tous ses bébés. Donc, on est un peu. Bien sûr. Donc, oui, j'avais envie de faire des miracles. Et je n'apprends que maintenant un peu plus d'humilité et de modestie dans ces propos-là, parce que je me rends compte que c'est extrêmement difficile. Ce moment magique de transmission de la passion, certes, il marche, mais il y a tant d'autres choses qui entrent dans la procédure et qui font que c'est vraiment très, très difficile de promouvoir des livres et d'espérer enfin, il faut tout faire, dans tous les cas, il faut tout faire, il faut jamais lâcher, mais ce n'est pas dit que ça va marcher pour autant. Donc, Bien sûr. Ouais, j'avais cette discussion à propos de la promotion de la littérature avec Julien Delorme, justement, qui disait que oui, la passion, c'est bien, mais le risque, c'est qu'à force de difficultés, ça se transforme aussi en aigreur et en dépit quelque part. Donc, qu'il faut faire en sorte aussi que ça soit mieux pour empêcher cet effet-là. non, non, c'est sûr, c'est dans l'édition, il y a pas mal de personnages qui sont assez étonnants, qui, qui sont assez aigris, certainement, et presque, oui, presque monstrueux dans leur rapport avec l'extérieur. C'est sûr, c'est un métier qui prête à devenir aigre, probablement, ou peu modeste aussi, peu humble. Mais je pense que oui, c'est un équilibre à trouver. J'en parle beaucoup Mm, avec mes confrères éditeurs indépendants, qu'il faut faire attention à ne pas brûler sa passion. Je pense que je sais mieux gérer ça parce que je suis pas à mon premier coup, j'ai 50 ans, j'ai fait plein de choses dans ma vie, donc ça me fait moins peur. Ce qui est difficile, oui, c'est le côté financier. Il faut tout bien sûr. simplement être entrepreneur, il faut pouvoir payer les salaires, les factures, il faut faire de sorte que la trésorerie tient. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi. J'ai appris énormément ces dernières années. Et c'est passionnant, c'est formidable, mais ça peut être très cruel aussi. Bien Donc, sûr. les négociations, oui. D'autant plus que la littérature étrangère semble aussi plus coûteuse finalement. Donc, Oui, c'est plus coûteux. Après, on a des subventions, donc ça, mm, c'est intéressant. On a parfois peut-être un peu plus de marge aussi de trouver d'autres moyens, donc vraiment des projets sympathiques de subvention. On a moins de coûts aussi sur l'éditorial quand même, parce qu'on a, enfin moi je n'arrête pas de le dire, parce que je pense que c'est souvent oublié que quand on accompagne un jeune auteur français qui écrit son premier roman, c'est pas anodin non plus, ça prend beaucoup de temps. bien sûr. Quand on a un manuscrit qui n'est pas terminé ou qui n'est pas idéal, c'est énorme comme travail. Donc, les dépenses sont sur ce niveau-là, idéalement un peu moindres. Mm, Après, nous, on est une maison, j'arrête pas d'en parler avec mon assistante éditoriale.
Nous sommes extrêmement perfectionnistes et nous travaillons beaucoup les traductions. Donc, Mm. on n'arrive pas vraiment à faire des économies là-dessus. Mais les Et traductions sont fondamentales. voilà, c'est fondamental. Et même quand on travaille avec les meilleurs des traducteurs, et ce que nous Mhm. faisons vraiment, il y a toujours beaucoup, il reste toujours beaucoup de travail pour se mettre à la place du lecteur, pour bien être sûr que on n'a pas l'impression de lire une traduction à chaque Mhm. phrase. Par exemple, on a fait ce roman arménien qui était vraiment traduit très très bien d'une manière littérale, mais c'était impossible de le lire. Et en tant que lecteur venant de l'Ouest, n'ayant aucune référence Bien arménienne, sûr. c'était impossible et très bizarre et très étrange aussi. Donc, il fallait faire un énorme travail oui, d'adaptation quasiment en essayant de garder tout l'esprit brut du L'essence, texte, oui. oui, sans lisser le texte, mais vraiment le rendre lisible et Mhm. compréhensible pour le lecteur. Et c'est un travail qui nous passionne énormément. Mais enfin, on ne peut pas s'imaginer mieux, mais au même temps, ça prend beaucoup de temps, donc c'est très cher. Et c'est ça que, en tant qu'entrepreneuse, j'ai toujours ça, malheureusement, je dois l'avoir en tête. Ouais. Combien de semaines on passe, combien de mois on passe sur un texte et combien ça va me coûter et est-ce que je vais jamais pouvoir rattraper ça avec les Mhm. ventes? Donc, Mais en même temps, vous offrez quelque chose de magique parce que vous parlez oui, justement d'un texte arménien, c'est très très rare. oui, Donc avoir la possibilité de lire un texte arménien qui a aussi des choses importantes à dire, une histoire importante à rappeler, oui. euh, c'est assez, enfin, c'est un privilège. Oui, non, non, je suis très, très fière de ce roman parce que c'est vraiment, oui, pour moi aussi un roman emblématique vraiment de ce que De nous, votre catalogue. Ouais, oui, on voudrait apprendre sur l'Arménie pour comprendre, pour bien savoir sûr. aussi ce qui se passe maintenant, mais surtout cette histoire incroyable. Enfin, on est très, il y avait beaucoup d'éléments que je connaissais pas du tout de cette histoire-là, le régime soviétique après les Mm. génocides. Enfin, il y a beaucoup de, oui, et surtout le temps, les paysages. Enfin, on vit vraiment ce pays à travers le roman. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Oui, la voix, les échanges, les liens entre les gens, on apprend tellement de choses. Moi, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, merci pour le travail que vous avez fait Oh, mais merci, je suis. là-dessus. Quand vraiment, Ouais. je pense, c'est un privilège. Oui, oui. Alors, si on revient aux Argonautes, quels sont les principaux objectifs et les principales valeurs de la maison? Et justement, vous aviez commencé à en parler, mais comment choisissez-vous les œuvres que vous avez envie de publier? Oui, il y a beaucoup de choses là. Et comment je les choisis, ça c'est assez simple. Donc ça c'est la procédure pratique, c'est sur les grandes foires de littérature. Parfois il y a des traducteurs qui me proposent des textes. Parfois il y a des auteurs qui me conseillent de regarder un tel ou un tel auteur. Mm, Donc ça c'est vraiment, il faut lire beaucoup et on trouve. Parfois on ne trouve pas pendant très longtemps aussi. mm, Et mes critères, c'est vraiment, je dirais, au début, je dis des romans qui nous amènent ailleurs et qui sont liés à un lieu spécifique et qui racontent une histoire qu'on a envie de suivre et qui c'est une vraie narration. Donc ça, c'était important pour moi. Maintenant, je dirais de plus en plus que ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambition littéraire de l'auteur. Je me vois jeter le manuscrit dans le coin quand ça me paraît ennuyant ou déjà lu. J'aime pas quand la langue n'est pas du tout travaillée. Je n'aime pas quand c'est trop bavard. Donc, il y a vraiment un grand snobisme qui s'est mis en place chez moi en tant que lectrice, parce que je lis énormément. Donc, bien sûr, hein, donc vous êtes exigeante. Mm, on devient très fine bouche, mais on a aussi, oui, les critères sont oui, il y a une profondeur que je cherche, il y a un style que je cherche, il faut que ça soit une voix vraiment singulière et je pense que ça se retrouve dans tous mes romans que j'ai publiés. Les auteurs en général, ils sont déjà largement traduits, ils ont déjà eu beaucoup de prix, donc c'est rare que là, j'ai acquis les droits pour plusieurs débuts, donc ça c'est mm. nouveau.
mais Vous avez pris parce des que risques? oui, oui, non, mais ce sont toujours des énormes risques, donc ça, c'est pas nouveau, ça change pas grand-chose. Non, non. Je pense que le plus grand risque que je prends, c'est quand le livre est gros, donc volumineux. C'est tout bête, mais ça coûte tellement plus cher qu'il Ouais. faut vraiment réfléchir à ça, parce qu'on ne peut pas doubler justement le prix du livre, juste parce que le frais de port et le papier et le transport me coûtent le double. Donc, on ne peut pas. Mais en même temps, quand le nombre de pages est important, parfois il y a aussi des trésors. On en parlera tout à l'heure, ce que vous commencez à faire avec ce nouveau catalogue aussi que vous développez. Mais par exemple, le livre de Pascal Mercier, il est long, mais il est beau. Il est sacrément Oui, beau. oui, non, mais moi, j'ai rien contre les gros romans. C'est juste une question. Donc, Bien quand sûr. on prend un vrai risque, c'est aussi une question de Mm. volume. Donc, là, pour Pascal Mercier, j'avais pas l'impression de prendre un risque parce que c'est un roman qui marche depuis 20 ans. Donc, depuis 20 ans, les gens l'adorent et le lisent et se plongent dans l'histoire sans trop de difficultés. Donc, ça perd pas, ça prend pas de rides. Et Mm. notamment la traduction de Nicole Casanova, elle est excellente et elle Mm. n'a pas pris une ride non plus. Donc ça, c'était très bien de constater. Donc c'est un roman qui, pour moi, là, a vraiment toute sa place pour continuer et qui va, à mon avis, continuer. Donc ça, c'était pas un grand risque. Le plus grand risque, c'était Le Sphinx de Tatiana Tolstoï, un livre Mm. russe au moment où tout le monde ne veut rien savoir des Russes. Et Mais en même temps, qui, elle a des choses à dire à propos de la Russie, donc c'est une voix importante à porter. elle le fait si bien pour moi, c'était vraiment le roman du moment Mm. qui parle justement du rapport de Russes ou de la Russie au pouvoir et de cette folie totale, cette oppression totale de l'individu et d'une sorte, quand j'ai vécu en Russie, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'amour du peuple russe pour ses poètes. Donc il y a Mm. une énorme vénération, ils sont partout, ils sont cités, tout le monde connaît les vers de Pushkin. Sauf que ça ne change rien au fait que sur le prochain coin de la rue, ce même petit bonhomme qui vient de citer Pushkin, il va mettre un point dans le visage de quelqu'un d'autre parce qu'il a bu trop de vodka ou parce que quelque chose ne lui allait pas. Donc il y a une Mm. violence énorme dans cette société qui est débridée d'une certaine manière et qui est aléatoire. Et ça, elle décrit extrêmement bien Tatiana Mm. Tolstoï, donc en tant que quelqu'un qui a connu un peu la Russie et enfin moi Bien sûr. j'ai adoré la Russie quand Mm. j'étais là et quand j'ai appris la langue, mais j'étais là extrêmement déçue par le chemin que prend la Russie d'aujourd'hui ou que Mm. prend Poutine évidemment, mais aussi la population qui lui suit, qui vote pour lui. C'est quand même, c'est très très décevant. J'ai jamais cru ça. Et dans ce roman, pour moi, ça c'est très très bien décrit, ce rapport. Oui, mais ça c'est un risque financier. Il est quasiment aussi gros que le Mercier, mais C'est pas c'est faux, beaucoup moins effectivement. vendu. Et quelle est votre vision, vous, Katharina, de la littérature européenne? C'est quoi pour vous? Je pense que c'est vraiment une sorte d'imaginaire commun. C'est déjà dans tous les cas, c'est une histoire commune. On partage quand même beaucoup de cette histoire, même si on l'a vécu de différents points de vue. Et il y a très peu de pays qui ont été épargnés de la Seconde Guerre mondiale. Mm. Chacun a vécu même la Première Guerre mondiale d'une autre façon. Et des déplacements des populations, les minorités qui sont quasiment chaque pays a beaucoup de minorités aussi, donc ça dépasse souvent les frontières. C'est une expérience culturelle et historique qui est très concentrée quand même en Europe. Enfin, Mm. je pense qu'aux États-Unis, l'histoire fonctionne complètement différemment. En Russie, de toute façon, c'est immense. Ce n'est pas, en Europe, tout est concentré. On a tous les 100 kilomètres une autre langue, une autre culture.
Mm. et qui se sont bataillés, qui se sont fusionnés, qui ont, enfin, Qui se sont il y a mélangés. et qui se sont mélangés. Il y a de tout. Et je trouve que ça, c'est extrêmement riche et extrêmement, oui, on a une littérature d'une grande, enfin, d'une grande mureté aussi, d'une grande tradition Ouais. et qui souvent profite des différentes influences. Donc, en Roumanie, on a une influence très forte de la littérature venant de l'Empire ottoman. Enfin, Mm. c'est, en Allemagne, on a une influence extrême de la littérature américaine. Ça, c'est encore autre chose. Mais aussi de la littérature française. Enfin, je pense qu'on peut, on peut suivre ces chemins et toujours trouver quelque chose de très intéressant. Et pour moi, c'est ça que je cherche à montrer, c'est cette diversité, cette richesse, chacun est complètement différent et en même temps, nous partageons des choses. Et Exactement. après, voilà, c'est vraiment aussi une formule, l'Europe, pour dire intéressons-nous à l'autre et intéressons-nous à celui qui est très près et peut-être qui nous paraît un peu moins intéressant parce qu'il a moins de pouvoir politique, mais qui a aussi des choses à raconter. C'est clair, mais c'est ce que vous disiez au début. Au final, nous sommes voisins. On ne se connaît pas très bien, mais pourtant, on a tellement à s'apporter, on a tellement à apprendre à côté, juste à côté, chez nos voisins. Oui, oui. Alors, plongeons dans votre catalogue et dans le travail plus global que vous faites au sein des Argonautes. La question de la traduction, vous l'avez évoquée, elle est importante pour vous et ça se manifeste notamment via le fait, à la différence de certaines maisons, encore aujourd'hui, hein, c'est très surprenant, mais vous mettez bien en avant les traducteurs et traductrices de chaque œuvre. Vraiment bravo pour ça. Et vous l'aviez évoqué, de toute façon, les liens avec les traducteurs et les traductrices sont importants parce que ils vous proposent aussi certains textes et ils nourrissent le travail d'édition qui peut être fait. Comment vous travaillez avec eux? Comment vous vous identifiez, ces traducteurs, ces traductrices? Pourquoi leur travail finalement est clé si on doit l'expliquer aux gens? Mm. Mais c'est très, ça dépend vraiment de chaque langue aussi, parce que le rôle est différent selon le fait si c'est une langue beaucoup traduite comme l'allemand, par exemple, ou le néerlandais, où on a une qualité, un vivier de traducteurs littéraires qui sont d'une qualité extrême, mais vraiment magnifique. On peut leur donner le texte les yeux fermés ou plutôt pas les yeux fermés parce que c'est bien de les connaître un peu, de connaître un peu, de savoir un peu ce qu'ils font, ou elles font, parce que ce sont souvent les femmes, pour adapter, enfin pour proposer le texte à la bonne traductrice, ça c'est important. Ouais. Euh, mais après, dans les langues plus rares, il y a parfois qu'un seul traducteur. Donc là, je travaille avec Nicolas Ozano sur un texte laiton et il n'y a pas d'autre traducteur. Et Nicolas, il est un spécialiste, un passionné de la Lettonie qui fait un travail magnifique, mais qui ne traduit pas tous les jours parce que ça peut pas être son métier premier. C'est trop rare qu'il y ait des traductions Bien du sûr. laiton. C'est un tout petit vivier Mmh. de littérature. Donc c'est compliqué. C'est à la fois, donc, quand la langue est rare, le traducteur devient aussi conseiller, parce qu'on a rarement, on peut pas lire le texte en entier, on a Mmh. peut-être que des samples ou des extraits. Et conseiller, il devient spécialiste pour la littérature, pour l'histoire, pour la culture et aussi pour la transmission. Donc, il travaille pas seulement le texte, mais il en parle aussi autour de lui. Mmh. Et il a souvent, enfin, Nicolas Ozano, il a un réseau de gens intéressés dans la littérature lettonne qui est beaucoup plus grand que mon réseau de personnes qui seraient intéressées. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, il y a Marie-Vrina Nikolov qui fait un travail incroyable depuis des décennies pour la littérature bulgare. Donc, pas seulement à l'INALCO où elle enseigne, mais aussi vraiment avec les éditeurs. Elle travaille, elle promeut la littérature, elle propose des textes sans cesse. Moi, j'ai déjà eu beaucoup de propositions et là, on a trouvé le coup de cœur pour travailler ensemble. Donc, c'est un travail que j'apprécie énormément et qui ne serait pas fait si c'était pas elle parce que les, euh, les instituts culturels de certains pays font un très bon travail pour proposer aussi des textes ou pour faire traduire des extraits.
Mais il y a d'autres pays où c'est pas du tout le cas, où il faut vraiment se reposer sur le traducteur pour trouver les textes qui pourraient voyager en France. Ouais. Chloé Bion fait un travail magnifique pour la langue, pour le serbe et le croate et le bosnien. C'est elle la grande spécialiste. Et quand on veut savoir ce qu'on pourrait éventuellement trouver, on lui pose la question et elle sait. Et son C'est écriture est très belle, magique. à Chloé Oui, Bion. Elle fait un travail fantastique. Ouais. oui, c'est très très fort. C'est très fort. Ça, c'est vraiment le bonheur quand le traducteur a une telle capacité de s'adapter à l'auteur, de trouver, de maîtriser le français d'une manière aussi élégante qu'on n'a C'est quasiment ça. plus rien à faire sur le texte. Ça, c'est vraiment très très précieux. Absolument. Alors du coup, le letton, le bulgare, on a hâte de lire ça parce que là aussi, c'est pas courant, clairement. Et voilà, on parle des œuvres que vous publiez et que vous allez publier. Ça va être une question difficile parce que c'est difficile de retenir quelques bébés, mais est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns des titres portés par le catalogue des Argonautes et justement ce qui vous a conduit à les choisir? Oui, donc je peux peut-être parler de Ceux qui ne meurent jamais de Dana Grigorča, que j'ai eu le plaisir là, de promouvoir beaucoup, parce qu'on Mhm. était invités sur tous les festivals. C'était très très sympa parce que Dana est une personne incroyable, mais très très passionnée et ça fait très plaisir. Et donc je trouve que son livre est assez typique pour mon catalogue. Donc c'est une autrice suisse d'origine roumaine qui écrit un roman de Dracula contemporain sur la Roumanie post-communiste. Donc c'est c'est à la fois un roman politique et social parce qu'on s'aperçoit, on apprend beaucoup sur cette société après le basculement, après les changements, après le communisme, et sur la corruption et sur les gens qui s'en vont, les jeunes qui s'en vont vers l'Ouest. Mhm. Et, euh, et à la fois, c'est très, très atmosphérique, c'est très sensuel parce que la protagoniste s'envole carrément avec Dracula en personne la nuit pour faire l'amour et pour voir le monde d'une certaine distance. Et, enfin, c'est magnifique et c'est hautement intelligent. Je n'ai jamais lu quelque chose comme ça avant. Enfin, je pense pas que quelqu'un d'autre serait capable d'écrire le même roman. C'est vraiment Ouais. Dana Grigorča qui fait ça et c'est elle-même. Hein. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est très drôle, c'est très, voilà, très sensuel. Et vraiment pour moi un grand roman. Donc ça on avait publié ça à la rentrée dernière, donc août 2023. Et je peux aussi parler d'un autre roman que j'aime beaucoup, Mhm. qui est extrêmement étonnant aussi. Pas tous nos romans sont aussi étonnants. Peut-être j'aurais dû choisir un autre qui est un peu moins étonnant, mais donc, nous avons publié en janvier dernier Lina Wolf, qui est une autrice, une grande romancière suédoise qui a déjà gagné tous les prix possibles, qui dans son pays, qui est largement traduite. Mhm. Et elle était publiée avant chez Gallimard. Je l'ai repris pour les Argonautes avec un roman qui s'appelle La prise du diable et qui est vraiment un roman sur l'emprise dans une relation toxique, quasiment où la protagoniste, on vit l'histoire de son point de vue de la femme Mhm. et elle se jette quasiment avec jubilation dans le désastre total. C'est vrai. Euh, donc, c'est assez. J'ai hésité de le dire, mais je pense que c'est assez évident. C'est vraiment très, très drôle ce roman parce qu'on reconnaît toutes les faiblesses et toute la misogynie qui a été absorbée par les femmes elles-mêmes, par nous-mêmes. Et on reconnaît en soi les bêtises qu'on aurait pu commettre et que finalement, évidemment, on n'a pas fait ça. On n'est pas allé avec l'homme qui nous prenait déjà un peu de haut. On n'a pas fait ça, mais la protagoniste, elle le fait. Elle fonce à chaque fois. On se dit non, fais pas ça, n'y va pas. Et elle le fait et ça sera encore pire qu'on a pensé. Mais Et justement, donc, le personnage est suédois, elle va en Italie, et au final, voilà. elle se retrouve aux États-Unis et
Elle est attirée par les hommes Là, toxiques, très ouais. clairement. Elle est très attirée par les hommes toxiques et elle pense mériter ça aussi. Et elle pense aussi mériter s'en sortir, mais et elle y œuvre, elle travaille, elle Mhm. essaie, mais elle n'arrive pas. Et Mais c'est vrai ce que vous dites, en fait, finalement, ça traduit assez bien l'héritage patriarcal qui a permis beaucoup de relations toxiques, beaucoup de relations malsaines, desquelles il est difficile de s'extraire et auxquelles finalement on s'habitue et auxquelles on trouverait presque des excuses, quoi. oui, oui, plein d'excuses parce que c'est très sympathique finalement de son point de vue. Donc, ouais, Mhm, donc, mhm. finalement, elle se trouve dans une bulle qui pour lui est le bonheur. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce roman parce qu'il prend vraiment, c'est vraiment étonnant. Il prend vraiment le phénomène d'un autre côté C'est vrai. et il n'excuse rien du tout. Enfin, c'est vraiment très, très, pour moi, le roman le plus féministe que j'ai lu, parce que mais c'est jamais avec le doigt levé, où c'est vraiment, on rigole de sa propre bêtise et de la bêtise de cette femme, mais aussi de cet homme, et Bah, pour voir que l'émancipation n'est pas acquise finalement. mais pas du tout. Mhm. Mais Ouais. non. Donc vous avez un catalogue principal, mais vous faites également deux autres choses en parallèle. Vous avez créé un outil innovant pour les lecteurs passionnés et les professionnels de la littérature européenne traduite. Cet outil, c'est la Mm. carte des Argonautes. C'est une carte interactive parce que tout le monde peut y contribuer et elle rassemble des traductions françaises venant des quatre coins de l'Europe pour justement faciliter l'accès à un large public. On retrouve les œuvres à travers de très jolis fanions. J'invite d'ailleurs vraiment tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à aller y jeter un œil parce que c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce service gratuit finalement? Est-ce que c'est parce que rendre visible via une carte encourage davantage à la curiosité? Oui, oui, en fait, je savais déjà que ça allait pas être tout facile de vendre la littérature européenne et de survivre, parce Mm. que je connais bien les chiffres, j'ai fait ça depuis un certain temps, donc ce n'est pas tout facile. Jusqu'à ce qu'un auteur est bien installé, qu'il a trouvé son public. Il y a parfois trois, quatre livres qui doivent être publiés, et après, normalement, les lecteurs qui aiment et ils vont suivre, ils vont être très fidèles et ce n'est plus un problème d'où vient l'auteur. Donc, j'étais Mm. l'éditrice de Orhan Pamuk et de Tserouya Waouh! Chalev. Et Mm. donc j'ai bien, Ludmila Ulitskaya, donc j'ai bien suivi le phénomène. Je trouve que c'est quelque chose d'assez évident que l'auteur qui vient d'un pays peut-être un peu étrange, à un Mhm. moment, on sait très bien prononcer son nom et on sait très bien que et ça gêne plus. Mais au début, ça peut gêner un peu. Donc, je me suis dit, il faut trouver d'autres moyens de promouvoir cette littérature pour sauter cette étape de l'auteur qui fait peur parce qu'on ne sait pas prononcer son nom. Comme mon auteur finlandais, Paitim Statovci, Mhm. j'ai entendu son nom de toutes les, prononcé de toutes les De toutes les façons. façons possibles. Et la plupart du temps, les gens ont juste peur de le prononcer. Donc, C'est vrai? personne. Donc, donc, je me suis dit, il faut montrer que le tout n'est qu'un, enfin, c'est un bel ensemble et que mes auteurs font partie d'un ensemble d'auteurs qui font moins peur, Mm. peut-être. Et que c'est pas Donc, si loin. oui, je me suis dit, c'est bien de montrer que, par exemple, Lina Wolf ou Pajtim Statovci ou Dana Grigorca, font partie du même monde que Orhan Pamuk et Ludmila Ulitskaya et Peter Handke, Oui, on connaît qu'on très connaît bien. mieux. Oui. Et donc, que la qualité est la même, qu'on peut se fier, on peut suivre aussi le travail des traducteurs. Ça, c'était important de mettre en avant les traducteurs, encore une fois, sur la carte pour montrer que les traducteurs, ils travaillent pour toutes les maisons Ouais. d'édition. Ils travaillent pas que pour une seule. Donc, pour moi, c'était important d'avoir déjà d'avoir une carte, parce que ça, j'aime beaucoup, Ouais. de pouvoir localiser un roman. Et d'avoir pas que mes drapeaux à moi là sur cette carte, ça aurait été très très long à remplir. Et moi, je voulais vraiment aussi montrer
enfin, aller très loin, aussi montrer la richesse de la littérature espagnole, même quand moi, j'ai pas encore trouvé d'auteur espagnol, donc Mm. c'était important de montrer tout ça. Et puis, c'est aussi pour augmenter la capacité de conseil des libraires qui peut-être ne se rappellent pas tous du dernier roman estonien qui était important, Ouais. mais auquel on peut faire ce petit, offrir ce petit outil aussi pour travailler. Et comme c'est vraiment, c'est pas systématique, c'est un choix éditorial que nous faisons. Donc, nous faisons toujours attention à ce que les romans sont bons, de qualité, que la traduction est de qualité. Et, Mais c'est chronophage, comment faites-vous? oui, et c'est beaucoup de travail, oui, oui, ça c'est sûr. Mais nous avons eu donc tout d'abord un soutien c'est un programme d'innovation du gouvernement. Donc Mm. on a eu spécifiquement pour cette carte, donc ça Mm. c'était important. Et puis j'ai eu le soutien aussi de Pro Helvetia et de plusieurs pays européens qui m'ont invité pour créer du contenu. Donc, ce sont des différents programmes d'invitation où je peux participer. Donc, nous avons du soutien un peu financier pour ce projet, donc toujours des Mm. partenariats de communication. Je cherche toujours du soutien, donc si quelqu'un a envie de faire un partenariat, je suis là. Mm. Mais c'est effectivement beaucoup de travail et on essaie oui, on met nos stagiaires dessus, on Mm. travaille nous-mêmes quand on peut et on a travaillé beaucoup sur la carte la première année et maintenant, effectivement, on ralentit un peu la cadence et dès qu'on trouve un partenariat, on accélère un peu parce que nous sommes deux personnes plus des stagiaires, donc on n'est pas nombreux et Et c'est ça vrai donne que une bonne base en tout cas. Vous avez déjà construit oui, un socle. ça, c'était important d'avoir au moins 3, 4 livres dans chaque pays, ce qui Mm. n'est pas grand-chose déjà. Mais c'est pas Mais, mal. Si tout le euh, monde lisait 4 oui. livres par pays, ce serait pas mal. Ça ouvrirait déjà beaucoup sur la littérature Oui, européenne. je suis d'accord, je suis d'accord. Non, et c'est très chouette d'aller sur la carte et de voir tous ces drapeaux quand on concentre un peu la Oui, vue. Moi, je trouve que c'est un effet très chouette. c'est vrai. Et c'est satisfaisant au final. On voit que c'est un monde riche et large Mm. qui ne cessera pas de se nourrir justement. Et on se dit, mais si on ajoute encore plus de choses, Oui, voilà, oui, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on méconnaît peut-être un petit peu la littérature européenne. oui, oui. Et donc, le deuxième projet que vous avez lancé il y a quelques semaines, c'est une nouvelle collection, l'Européenne, avec un grand E, euh, qui comporte à ce stade les 2 textes merveilleux qu'on a pu citer. Cette collection, donc, elle démarre fort, quand même, avec 2 références fortes et se distingue par un graphisme un peu différent par rapport au catalogue principal. Qu'attendez-vous de cette collection et pourquoi ce nom finalement simple mais percutant? Mais j'espère qu'il est simple et percutant. Moi, j'aimais beaucoup. On avait réfléchi à plusieurs options de noms et l'européenne, c'était tout de suite comme une évidence parce que c'est Et ça c'est au notre féminin. sujet. Je trouve aussi c'est très beau. Je me vois complètement là-dedans. Je trouve que C'est vrai. oui, j'aimais beaucoup aussi. Enfin, il y a des collections mythiques comme la Cosmopolite. J'adore ça Mm, aussi. Mais, mm, mm. c'était déjà pris, donc. Mais l'européenne, c'est beau parce que c'est vrai que ça s'inscrit complètement dans votre projet. Oui, Comme je disais, oui. c'est au féminin et ça dit juste, c'est simple et c'est direct en fait. On sait ce qu'on va viser. Oui. Non, et l'idée, c'est évidemment de mettre, encore une fois, de mettre en avant la qualité de la traduction. Donc, on fait très attention, soit on fait des nouvelles traductions, c'est en cours là, sur un projet magnifique avec Elena Balsamo. Je pense que je ne vais pas encore dire ce que c'est parce que c'est Non, l'année prochaine. gardons un peu de suspense. Euh, donc, oui, on fait soit des nouvelles traductions parce que tous les 50 ans, ça vaut la peine de retraduire un grand roman. La langue change et c'est important que la traduction ne rend pas terne un roman qui, lui, ne prend pas de ride. Mm, Donc, et soit on reprend des traductions qui sont mm. excellentes comme celle de Christophe Glogowski sur le slang de Tatiana Tolstoï. Ça, c'est un œuvre d'art en soi. Donc, le texte est déjà magnifique. Tatiana Tolstoï a travaillé beaucoup sur la langue.
Et Christophe Glogowski en a ajouté encore un aspect en travaillant avec le français du XVIe siècle. C'est juste un délice pour chacun qui aime la littérature et la langue. Donc, Ouais. c'est un peu difficile à lire. J'ai pendant 2 ans hésité de faire ce roman. Je l'avais sous le coude pendant 2 ans parce que Mm. je me suis dit, mais personne va vouloir le lire. Et après, je me suis dit, non, non, c'est le roman du moment et ça C'est vrai. exprime parfaitement ce que je pense. Et vraiment, l'art de la traduction, c'est de ne pas aller trop loin, de ne pas écraser le texte original avec des trouvailles qu'on trouve originales de l'épouser avec ça, dans la même qualité et dans la même... Mais quand on vous écoute, on se dit, mais en fait, ça rejoint ce que vous disiez au départ, c'est de l'art finalement, hein. C'est là qu'on voit que c'est de l'art aussi. c'est absolument, je, je, j'ai toujours un peu du mal quand on parle des traducteurs comme auteurs, parce qu'ils le sont, ils ont le même statut. Et je me dis, mais c'est quand même un peu plus facile de traduire que d'écrire, parce qu'écrire, c'est vraiment difficile. Mais traduire, c'est vraiment très difficile Aussi. aussi. Et donc, je les mettrai jamais sur le même niveau que les auteurs. Moi, je trouve que c'est une bêtise. Sur le niveau juridique, ça a du sens, mais pas sur le niveau artistique. Pour moi, non. Mais Mais c'est grâce à eux qu'on a la possibilité de lire certaines choses. voilà, et c'est un art qui ressemble à l'art du comédien ou du metteur en scène qui interprète une pièce de théâtre. Enfin, c'est quelque chose, c'est une sorte d'interprétation qui peut être génialissime ou qui peut être complètement ratée. Mm. Et donc, c'est important. C'est Et une belle métaphore, j'aime beaucoup. l'européenne, donc c'est d'un côté la traduction et de l'autre côté, évidemment, de mettre en avant ces œuvres qui restent dans le temps, qui sont Ouais. vraiment des Les classiques. indémodables. Oui, des indémodables, des intemporels, des indispensables aussi, parce que c'est vraiment, il faut avoir lu Le Train de nuit pour Lisbonne. C'est un texte incroyable et on l'oublie jamais. Et c'est quelque chose que, oui, que moi j'aime beaucoup dans la littérature. C'est la différence entre ces romans qui restent et ceux qui restent pas, qui sont peut-être charmants, sympas. Enfin, ça peut Qui tout. font passer un beau moment, mais Voilà, voilà. Pour moi, c'est pas suffisant. Moi, j'aime plus. J'aime plus. non, Je mais suis c'est vrai. devenue trop exigeante et je trouve que les romans qui clairement ont cette qualité au-dessus de cette qualité de pouvoir rester, cette capacité de rester dans De le laisser temps, une empreinte. Mm. c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc, c'était pour moi assez naturel aussi de rééditer des livres qui sont peut-être un peu oubliés ou qui n'ont jamais vu leur chance, comme Le Sphinx de Tatiana Tolstoï. Mm. À l'époque, tout le monde était sur 9/11 et la crise du terrorisme. Enfin, on vivait dans un autre monde. On n'était pas très intéressé par ce qui se passait en Russie. C'était passé au second plan parce que Poutine, il semblait stabiliser le pays. Ouais. Et, c'était donc, on s'occupait pas de ça. Mais justement, la littérature a ce pouvoir-là de nous Ouais. connecter à des choses qui sont peut-être difficiles à comprendre, mais il faut y aller justement vers ces choses difficiles à Ouais. comprendre, Mm. qui nous paraissent trop différentes peut-être de notre quotidien. Elle ouvre des portes vers cet Mm. autre, et c'est là que ça nous reconnecte ensemble, en fait. Oui, tout à fait, mais il y a ça, il y a l'importance de lire ce livre, et puis il y a le fait que ce roman sur la Russie, comme elle est dans l'univers de Tatiana Tolstoï, Mm. ce truc violent et cette ignorance jubilatoire qu'elle décrit, cette dystopie. Euh, c'était à l'époque un grand succès en Russie, mais ici on est passé à côté, on n'a pas compris, on n'a pas pu saisir la dimension du propos. 20 ans plus tard, on y est. C'est ça. Donc on comprend, c'est très facile à comprendre et ça paraît bien plus important aujourd'hui. Et c'est ça. Et en même temps, le texte en soi, le texte littéraire pas pris de ride. Et c'est ça que je trouve gigantesque. Enfin, c'est Mhm. magnifique. Ça, c'est une claque. Enfin, Et c'est dommage parce qu'en fait, finalement, vous dites on avait les yeux trop tournés vers l'ouest à cette époque.
Et aujourd'hui, en fait, on a dû tourner les yeux vers l'Est aussi avec ce qui se passe. Mais c'est dommage quand même d'attendre ce côté désastreux, d'attendre le désastre pour s'intéresser, vous ne trouvez pas? Ben, c'est sûr, mais je, ça fait aussi du bien de se dire qu'à l'époque, on avait aussi des grands problèmes. Enfin, c'était pas drôle non plus, les attentats du World Trade Center. Pour moi, Mm. c'est naturel aussi. On peut pas toujours avoir les yeux Les yeux rivés par partout. Mm. c'est impossible. Je pense qu'en ce moment, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne remarque pas du tout parce on regarde tous la Russie, Dans la une même Chine, direction. Israël. Enfin, on ne remarque pas trop ce qui se passe en Hongrie, en Turquie, en Afrique. On le sait, mais on ne fait pas trop attention parce qu'on ne peut pas absorber tout ça. Et C'est je vrai. pense que c'est un peu naturel. Et la littérature, elle a besoin de temps aussi pour être un livre qui s'écrit en ce moment, mais que nous, on va découvrir qu'en 20 ans, certainement. Alors, sur la question justement de la littérature européenne, que pensez-vous de l'hypothèse soulevée par l'enquête du Monde des Livres qui dit que, là on en parlait un petit peu, mais les malheurs de la littérature traduite constituent peut-être le symptôme d'un repli de la France sur elle-même. Vous êtes d'accord avec ça? J'y crois pas. Je pense qu'en ce moment, le monde entier est en crise. Donc, vraiment, je trouve que c'est assez évident. Et ce n'est pas qu'en France qu'il y a un problème structurel pour l'édition. Et c'est plutôt, pour moi, un problème structurel de l'édition qu'un problème Hmm. particulier. Enfin, la littérature européenne a toujours été fragile, ou la littérature traduite fragile, plus fragile que la littérature plus commerciale ou française ou anglo-saxonne, parce qu'elle est, comme on a dit, elle coûte plus cher et elle ne peut pas, a priori, elle peut pas intéresser tout le monde, c'est normal. Je pense que les Allemands, les éditeurs allemands, les éditeurs néerlandais, par exemple, ils sont dans une crise encore 3 fois pire que nous en ce moment Hmm. pour différentes raisons. Chaque pays a ses particularités. J'ai pas l'impression que la France se replie. J'ai l'impression que ça va revenir. Que là, en ce moment, c'est juste un petit passage voilà, d'absorption avec autre chose, de problèmes économiques aussi. Les Hmm. lecteurs achètent beaucoup de poches, donc c'est un signe aussi de confusion finalement sur je pense que c'est pas la différence du prix qui joue vraiment. Je pense que c'est un problème psychologique. On se dit, ou peut-être, ouais, je sais pas, peut-être c'est vraiment un problème économique aussi. Effectivement, tout est devenu très cher. Mais non, la France a toujours traditionnellement été le pays qui traduisait le plus. Donc, l'édition indépendante française est extrêmement riche, extrêmement engagée, extrêmement passionnée. Les traducteurs sont très forts. Donc, il y a un vrai travail de qualité à défendre. C'est pour ça aussi que la carte des Argonautes a un sens, parce que il n'y a pas que moi, il y a Hmm. beaucoup d'éditeurs qui font un travail de qualité. Et ça, c'est une grande tradition qui là risque de disparaître pour des raisons économiques, Hmm. mais à mon avis pas pour des raisons du public qui se replie sur eux. Hmm. Ça, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer non plus, les lecteurs. Bien sûr. Je pense qu'il y a un problème d'algorithme qui gâche un peu tout, parce que tous nos moyens d'information passent par l'ordinateur et l'ordinateur a tendance à montrer toujours ce que, enfin, c'est À son pouvoir, c'est ouais. bien connu. Hmm. Il nous montre toujours des choses qui marchent déjà. Donc, ça, c'est très mauvais pour la littérature, oui, de niche ou un peu moins courant. Enfin, ça c'est beaucoup exacerbé ce phénomène. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler pour une meilleure visibilité de cette richesse de la production française, pour ne pas la perdre. Et comment faire alors, Katharina? Mais pour moi, c'est la carte des Argonautes. Première pas, premier pas. Je fais tout C'est ce un que je bon peux. début, c'est vrai. Non, je pense qu'il faut une vraie volonté politique qui, pour l'instant, est présente. Donc, l'Europe subventionne beaucoup la diversité, la traduction et œuvre vraiment à ça. Le CNL le fait aussi. Je pense que oui, j'espère beaucoup que les élections européennes, enfin, j'espère beaucoup que la politique va faire sa part, qu'il n'y a pas l'extrême droite qui va accéder au pouvoir dans encore plus de pays que c'est déjà le cas.
Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte ce qui va nous arriver une fois que c'est le Clairement. cas. Enfin, on peut très bien, on le voit partout. On n'a qu'à regarder en Hongrie ou en Slovaquie il suffit de regarder en Finlande où on a déclaré officiellement que la culture c'était un luxe. Donc, il faut aussi faire attention quand on parle de la culture pour tout le monde, parce que ça veut dire que la culture pour peu de monde, ce n'est plus admis. Donc, c'est pas bien. Je pense qu'il faut faire très, très attention sur ces choses-là. Et je pense qu'il faut continuer à se battre et à être sûr de nos valeurs et d'affirmer nos valeurs de la diversité et de la qualité aussi. Se battre pour la visibilité de la littérature européenne, pour moi, ça passe beaucoup par la qualité. Il ne faut pas faire des traductions vite Bien sûr. fait. Juste parce qu'on peut prendre des subventions ou ça dessert beaucoup cette littérature-là. Est-ce que vous croyez au fait que la littérature peut contribuer à la compréhension interculturelle et à la construction de ce fameux sentiment d'appartenance européen? Est-ce que vous y croyez? Ah, mais absolument, je pense que ça, c'est un fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout simplement constater. Oui, il y a plein d'études là-dessus. C'est pas, pour moi, pas un secret. La question, c'est est-ce que la littérature contribue à la paix? Oui, à la prospérité, à la stabilité d'une société. Ça, c'est pour moi la question beaucoup plus cruciale. Et je pense que non, malheureusement, non. Mais pourtant, c'est fou parce que justement, s'ouvrir sur l'autre permet d'aller plus facilement vers lui et donc facilite un peu Hmm. la paix. J'ai toujours pensé ça et en fait, ces dernières années m'ont pris un peu de mon optimisme. J'ai l'impression que Tatiana Tolstoï décrit ça extrêmement bien. Elle parle de la souveraineté de l'art et à la fois de son impuissance. Je pense on a qu'à insister sur l'art, on a que ça, c'est la beauté de notre vie, c'est ce qui nous fait appartenir à une société et appartenir à l'humanité tout Clairement. court. Mais elle sera complètement impuissante face aux grands brutes qui nous attaquent. Enfin, on l'a Mm. vu. Là, récemment, en Allemagne, on publie beaucoup d'auteurs des années 30 et on les relit et on n'a qu'à à lire ça et on voit bien, ils savaient tous la même chose que nous, on sait maintenant. C'est en train d'aller dans une très mauvaise direction. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crains que la littérature, non, on a rien à, on peut juste insister sur la faiblesse, sur la fragilité de la beauté dans nos vies, la protéger. Et si on doit parler d'avenir, Katharina, c'est quoi vos projets futurs? Ouais, voyons, mettons de l'optimisme là-dedans. Oui, oui, non, non, pour moi, je suis vraiment plutôt optimiste. Moi, je pense que, enfin, en Allemagne, on s'est récemment vraiment beaucoup soulevé contre l'extrême droite. On a dit, on veut pas ça, c'est pas, vous êtes pas dans la majorité, c'est pas Mhm. vous qui faites le pays. Et je trouvais ça très bien de voir que ça existe toujours, Ce soulèvement. et je Mm. pense que ce soulèvement, de se donner courage un à l'autre contre cette peste de la C'est barbarie, vrai. enfin, c'est vraiment. Et je pense que ça peut arriver demain. Ça peut être très surprenant, très soudain, que les gens en ont marre d'écouter ce populisme et ce TikTok et ce. Moi, je constate vraiment, j'observe toujours très de près ce qui se lit dans les métros. Et pendant un petit moment, personne n'a lu rien dans le métro. Mais vraiment, plus personne n'a lu des livres. Et là, ça revient. Et donc, moi, je me dis, c'est vraiment C'est des votre terrain de vagues. sondage, le métro, c'est drôle. Tout à fait. Et je pense que non, je pense on a quand même besoin de ça, on a besoin de l'art, on a Complètement. besoin de profondeur. Et c'est pas du tout, je pense qu'il faut pas sous-estimer les masses. Enfin, il y a beaucoup de bêtises humaines, mais il y a aussi beaucoup de qualité. On est capable de faire la musique, on est capable de danser, on est capable de faire la littérature. On est Et capable d'aimer aussi. Cette chose banale. Non, mais c'est vrai. J'espère en tout cas que vous dites vrai et que ça va se dérouler plutôt de cette façon. j'espère aussi. Mais du coup, plus directement, vous, vos projets futurs pour les éditions Les Argonautes, quels sont-ils? Je pense que je vais me mettre à faire du poche, comme tout le monde.
C'est vrai que c'est tendance. Oui, non, mais il faut stabiliser les ventes. C'était très longtemps. Donc, la traduction se finance vraiment seulement avec le grand format. C'est impossible de financer une traduction chère avec du poche. Mais je pense que le temps est venu de tester toutes sortes de formats en parallèle et d'effectivement de proposer des formats moins chers, Ça peut être complémentaire. oui, ça peut être complémentaire et c'est très important pour le fond d'une maison. Et comme j'ai pas encore beaucoup de fonds, parce que je suis nouvelle, là, j'ai 10 titres à mon C'est pas mal. catalogue, c'est Depuis pas beaucoup. Donc, 2023, c'est bravo. oui, mais c'est pas assez pour équilibrer quelque chose, enfin, une structure. Donc, non, non, faut faire vite. Il faut, voilà, là, je viens de signer mon premier auteur Oui, français pour la qui rentrée écrit d'août. évidemment sur un sujet européen, mais non, c'est pas. Ah non, en fait, c'est mon deuxième auteur français. Parce que vous avez raison, au mois d'août, je publie un auteur français qui écrit en catalan, qu'on a traduit du catalan, Joan Luis Luis, qui est magnifique et qui est déjà un auteur très, très connu en Mhm. Catalogne et en Espagne. Mais inconnu en France, pourtant il a vécu toute sa vie à Perpignan, Mhm, c'est donc faux. il est Mhm. il est vraiment français français. Mais donc ça c'est un auteur, mon premier auteur français. Vous avez tout à fait raison. Mais j'ai aussi signé un auteur français qui va publier donc l'année prochaine son premier roman sur un sujet européen, sur un poète européen, et c'est magnifique et c'est pour moi une des plus belles découvertes parce que on reçoit tellement de manuscrits, mais c'est si rare de l'ouvrir et de se dire, mais c'est super ça. Et est-ce que c'est aussi une forme de souvenir par rapport à votre papa qui était poète? Un petit peu, parce que c'est vrai, donc c'est un roman sur un poète des années 60, 50, 60 plutôt, donc un peu plus tôt, mais c'est vrai que oui, c'est un poète très politisé, donc je vais peut-être pas Oui. encore parler mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'est surtout que l'auteur sait écrire, ce qui est rare. C'est vrai. Et il coche tous les cases dans mon univers à moi où je me dis, mais la littérature, ça doit être un peu plus que juste une histoire racontée, mais ça peut être une prise de position incroyable. Il arrive dans une seule phrase à dire tout un monde et toute une perspective, à tout avoir. Vous nous donnez envie, J'espère. vivement. Non, c'est tellement rare de lire un bon texte, Mais ça vraiment. fait du bien, et ça s'entend dans vos mots. Pour finir, je construis pour nos auditeurs et nos auditrices une liste de lectures thématiques en lien avec ce podcast. Ma question pour vous, c'est si vous ne deviez sélectionner que 3 livres européens, en plus de ceux que vous proposez dans votre catalogue, bien sûr, lesquels seraient-ils? Oh là là là. C'est pas facile, c'est vrai. Trois romans européens. Donc, on me demande souvent lequel est mon roman fétiche ou quelque chose comme ça, mais j'en ai pas. Parce que pour moi, vraiment, la beauté de la littérature consiste dans les échos et dans les références et dans les influences. Et moi, j'aime le tout ensemble. Il n'y a pas un seul qui me suffit. Je pourrais jamais être heureuse avec un seul livre sur une île. Euh, j'ai besoin de la bibliothèque, je suis désolée, mais il me faut une grande. Non, il y a des romans que je trouve inoubliables, mais je pense que si j'en cite quelques-uns, je vais oublier d'autres. Là, récemment décédé Milan Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, que je trouve a pris quelques rides parce qu'il est bien macho quand même, Mhm. mais que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, enfin beaucoup quand j'étais jeune. Inoubliable, vraiment légendaire. Si vous deviez nous recommander un auteur allemand, par exemple. Allemand, fou, ça c'est le pire, ça c'est la pire question. Ça c'est vraiment difficile. Non, non, parce que c'est ma langue, donc c'est la littérature que je connais la mieux et qui me pose plein de problèmes parce que quand on lit plus d'un seul pays, on lit aussi les choses qui sont moyennement bonnes, donc disons moins bons. Et du coup, Comme ce on est qu'on un vit en peu moins. France aussi, ouais, c'est sûr. Ouais. Normal, c'est normal. Il faut ce vivier, il faut ce vivier duquel naissent quelques voix qui sont vraiment exceptionnelles. Et c'est ça que j'aime tellement dans la littérature traduite. On lit vraiment que ce qui est vraiment exceptionnel. Eh bien, c'est drôle parce que justement, ça me rappelle une citation que j'ai vue
de Manuel Tricoteau, qui est superviseur de la littérature étrangère chez Actes Sud, et qui disait dans un article de Sud-Ouest datant du 12 novembre 2023 à propos des difficultés rencontrées par la littérature étrangère, que, je cite, c'est rageant quand on sait que ces livres sont meilleurs que 95% de la production nationale. C'est un Oui, gros mais moi, pourcentage. je ne trouve pas ça rageant du tout, parce que c'est différent. Si la littérature française n'avait pas ces 85%, enfin, il le faut. On peut pas se dire, mais il y a cette blague où on dit toujours, mais la maison d'édition serait rentable si elle publiait que les livres qui marchent et elle laissait de côté les Mm. autres. Bah, malheureusement, pour le coup, c'est pas forcément des textes exceptionnels qui fonctionnent bien parfois. Oui, mais ceux qui vont rester sont très peu. Et pour qu'ils existent, on Ouais. a besoin des autres. C'est normal. On ne peut pas avoir que les bons. C'est parfois très épigonal et très ennuyant et très rageant, mais ce n'est pas si mal parce que les gens se mettent à écrire, ils consacrent 2, 3 ans de leur vie à écrire un roman et c'est peut-être le meilleur qu'ils puissent faire et peut-être le prochain sera mieux. Mm. Ou je me permettrai pas de juger comme ça. Je trouve que c'est très bien qu'il y a tout ça. Sauf que si on a, oui, si on aime bien lire et on a lu beaucoup et on a envie de lire que le meilleur, on est mieux dans la littérature traduite qu'avec les débutants français, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut se dire, Katharina, que vous me donnerez plus tard 3 titres que je pourrais partager avec les Ouais, autres? avec Eh plaisir, ben, oui. merveilleux. Nous arrivons quand même à la fin de cet épisode vraiment très intéressant, Katharina. Merci infiniment. Je vais me répéter, mais je suis vraiment ravie et honorée de vous avoir reçu ici et je souhaite surtout une longue et belle vie aux Argonautes. Je suis honorée de faire partie de votre série de podcasts et d'avoir pu parler avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette plongée au cœur de la littérature européenne et que vous ressentez l'importance et la richesse de ce domaine. L'Europe, avec sa diversité culturelle et historique, nous offre énormément de perspectives à travers ses œuvres littéraires. La mission des Argonautes de mettre en lumière ces voix uniques est essentielle pour renforcer notre compréhension mutuelle et ce fameux sentiment d'appartenance à un continent uni dont nous avons pu parler. Pour soutenir cette mission, je vous encourage vivement à découvrir et à lire les livres publiés par les Argonautes. Vous pouvez également explorer la carte interactive des traductions européennes sur leur site web, un outil merveilleux pour tous les passionnés, mais aussi pour tous les débutants. N'oubliez pas aussi de suivre les éditions Les Argonautes sur les réseaux sociaux pour rester informé de leur dernière publication et initiative. Vous l'avez entendu, il y a pas mal de pépites qui nous attendent bientôt. Si cet épisode vous a inspiré, parlez-en autour de vous et partagez vos découvertes littéraires européennes. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez partager vos propres expériences de lecture, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse d'échanger avec vous. Merci beaucoup Katharina. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.